Bonjour à tous et bienvenue sur une balade parisienne, le site qui vous invite à découvrir Paris à travers l'histoire de son patrimoine, son architecture, sa décoration ainsi que ses légendes. La cour carrée est une des nombreuses cours du palais du Louvre, palais qui se trouve dans le premier arrondissement de Paris. Elle a été construite au fur et à mesure de la démolition du château médiéval. De 1190 à 1215, Philippe Auguste fait construire l'enceinte qui porte son nom autour de Paris afin de protéger la capitale lors de l'invasion anglaise. Pour renforcer la sécurité du côté ouest, il fait construire le château du Louvre, une forteresse importante, avec 4 hauts murs protégés par des fossés inondés, des tours et un donjon. À l'époque du roi Charles V, avec l'augmentation de la population, Paris s'est étendu largement au-delà des murailles. Le roi fait construire une nouvelle enceinte qui englobe les nouveaux quartiers, et le château du Louvre se retrouve à l'intérieur de cet enclos. Il perd donc une grande partie de son intérêt militaire. Le roi fait transformer le château pour le rendre plus confortable, avec l'ouverture de nombreuses fenêtres et l'ajout de cheminées et de tourelles, la création de jardins. À son retour de captivité de 2 ans en Espagne et en Italie après la défaite de Pavie en 1524, le roi François Ier veut transformer le vieux château du Louvre en palais de style Renaissance, comme ceux qu'il a connus pendant son emprisonnement. En 1528, il fait abattre en 4 mois seulement la grosse tour qui sert de donjon et occupe avec son fossé l'essentiel de la cour du château. Des vestiges sont encore visibles au sous-sol du musée. Le roi sollicite Serlio dans un premier temps, mais le projet ne le satisfait pas. Le 2 août 1546, il demande à l'architecte Pierre Lescot et au sculpteur Jean Goujon de réaliser cette transformation. Son fils, Henri II, poursuit son œuvre. Le mur ouest est détruit et reconstruit en palais Renaissance de même longueur, de décembre 1546 à mars 1549. C'est l'actuelle aile Lescaut de la cour carrée. Elle héberge la salle des gardes, aujourd'hui salle des cariatides, qui est une salle de fête et de bal. Henri II fait ensuite détruire et reconstruire le mur sud entre 1553 et 1556, avec à l'angle la création du pavillon du roi. À ce stade, le bâtiment est très hétérogène, vu que 2 côtés sont des palais de style Renaissance et les 2 autres restent ceux du château médiéval avec murailles, créneaux et tours. La reine Catherine de Médicis privilégie plutôt la construction de son palais des Tuileries et Henri IV préfère sa galerie du bord de l'eau, reliant le palais des Tuileries au palais du Louvre. Louis XIII fait détruire le mur nord du château en 1624. L'aile Lescaut avait été construite pour une cour de taille modeste. Il n'était pas évident de l'insérer dans une cour 2 fois plus grande. L'architecte Jacques Lemercier eut l'idée de la dupliquer. Il s'agit de l'aile Lemercier actuelle, construite en 1636. Il installa un pavillon entre les deux, le pavillon de l'horloge, aujourd'hui nommé pavillon Sully. Louis XIV fait abattre le mur est par l'architecte Louis Levaux. Les 2 derniers murs abattus, nord et est, ont simplement été rasés et les fossés comblés. Il fait doubler en longueur l'aile sud et construire l'aile nord. 3 des côtés de la cour carrée sont en place. Il reste à construire l'aile est, qui est importante, car elle fait face à la ville dont les bâtiments sont tout proches. Elle doit devenir la nouvelle entrée principale du Louvre. Après un concours lancé par Colbert, le roi décide de la construction de la colonnade du Louvre sur la façade extérieure du côté est en 1665 par Claude Perrault, Louis Levaux et Charles Lebrun. Les travaux s'éternisent, car il faut acheter les terrains et les maisons devant la future colonnade pour dégager la vue. De plus, Louis XIV privilégie le château de Versailles à partir de 1674. Après le départ de la cour pour Versailles, les bâtiments inachevés hébergent des artistes. Des constructions hétérogènes apparaissent dans la cour. Après les abandons et les dégradations de la Révolution, Louis XVIII fait restaurer le Louvre et appose son monogramme, 2L de caractère bâton se tournant le dos, sur les 3 façades extérieures de la cour carrée, dont la colonnade, alors qu'il n'a fait que les restaurer. Les bâtiments forment un carré d'environ 160 mètres de côté.
Il s'articule autour de 8 ailes ponctuées de 8 pavillons. Bien que les bâtiments fussent construits sur une période de 250 ans, ils montrent une certaine homogénéité. Le rez-de-chaussée et les 2 étages présentent des successions de fenêtres, bas-reliefs, statues dans des niches. Les souverains laissèrent leur monogramme sur les parties qu'ils ont construites, ce qui facilite grandement la compréhension de l'évolution de la cour carrée. L'aile Henri II, dite Lescaut, est l'illustration architecturale de la Renaissance en France. Elle servira de modèle lors de l'élaboration des ailes voisines de la cour carrée. La façade dégage un fort sentiment d'horizontalité. Un rez-de-chaussée en arcade en plein cintre, encadré de pilastres corinthiens, un étage de fenêtres hautes à pilastres composites, des petites fenêtres somptueusement sculptées en attique. La façade est scandée par 3 avant-corps à peine saillants, signalés par des colonnes jumelées où s'ouvrent 3 portes surmontées chacune d'un œil de bœuf, encadrées par des allégories qui s'y appuient. Comme vous pouvez le voir sur la gravure de l'architecte Androuet du Cerceau, les niches ne comportaient aucune sculpture. Celles visibles aujourd'hui datent du XIXe siècle et sont l'œuvre de divers artistes. Au rez-de-chaussée, des niches abritent 6 statues. L'architecture par Onésime Aristide Croisy, datant de 1898. Euripyle par Henri-Frédéric Isolin, datant de 1860. Hélène par Antoine Étexte, datant de 1859. Paris par Antoine Étexte, datant de 1859 également. Le Message par Alexandre Oliva, datant de 1860. La sculpture par François Jouffroy, datant de 1861. Autour des œils de bœuf, nous apercevons La renommée et la gloire du roi, par Jean Goujon, La guerre et la paix, toujours par Jean Goujon, et L'histoire et la victoire, je vous laisse deviner, par Jean Goujon. Les linteaux du premier étage présentent des motifs symétriques. Tête de Diane entre 2 chiens sur les avant-corps de gauche et de droite, Diane entre 2 lions au centre. Des statues placées dans des niches encadrent les fenêtres des avant-corps, dont nous ignorons le nom. Une frise d'enfant tenant une guirlande sur laquelle se détache le chiffre royal H, et le croissant symbole de Diane court sur l'entablement. Ainsi, Henri II exprimait aux yeux de tous son amour pour Diane de Poitiers. Le décor le plus exubérant se situe à l'attique et date de 1554. Sur l'avant-corps gauche, de chaque côté des fenêtres, Jean Goujon a illustré les richesses naturelles du pays. Les eaux avec Neptune, la vigne avec Bacchus, les forêts avec Pan et les moissons avec Cérès. Sur le fronton trône la nature avec sa corne d'abondance. Au centre, autour des fenêtres, 2 divinités guerrières, Mars et Bellone, avec 2 captifs enchaînés à leur côté. Le dieu de la guerre est ici accompagné d'un loup. Son visage ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un ? L'artiste a tout simplement portraituré le roi Henri II, gageant que les révolutionnaires n'auraient pas épargné l'homme s'il avait reconnu le souverain. Au-dessus, les armes royales sont tenues par 2 victoires ailées. À l'origine, Jean Goujon avait sculpté 2 victoires ailées présentant la couronne royale surmontant 3 fleurs de lys, elles-mêmes entourées du collier de l'ordre de Saint-Michel. Les révolutionnaires s'attelèrent à faire disparaître ces insignes monarchiques. Les fleurs de lys seront remplacées par le sigle RF, République française, surmonté d'un compas au lieu de la couronne royale. Les 2 victoires ailées présentaient entrelacées de feuilles de chêne un faisceau de licteurs, symbole révolutionnaire. Quant au collier de l'ordre de Saint-Michel, ils lui substituèrent un serpent qui se mord la queue. L'avènement du roi Louis XVIII rétablit les symboles royaux. Les fleurs de lys ne furent pas rétablies. Les sculpteurs préférèrent apposer la lettre H, surmontée de la couronne royale. Par contre, ils conservèrent le serpent. Le faisceau de licteurs disparut et les feuilles de chêne restèrent. Sur l'avant-corps de droite, une figure de la science, avec son caducée, est encadrée de 2 savants antiques, Euclide et Archimède, accompagnés de génies lisants et écrivants. Au niveau des fenêtres du premier étage, on aperçoit des initiales gravées. Au premier coup d'œil, on lit un D. En fait, il faut y voir un H pour Henri II
entremêlé avec un C pour Catherine de Médicis, son épouse, sauf que le mélange évoque un D, qui n'est toujours pas sans rappeler Diane de Poitiers, la maîtresse du roi. Poursuivons avec l'aile sud. Lescaut poursuit donc son œuvre en élevant le pavillon d'angle et en retour l'amorce du bâtiment méridional parallèle à la Seine. Il entame ensuite la construction du pavillon du roi, à la place de la tour d'angle qui liait la nouvelle aile Renaissance à l'aile méridionale, réservée aux appartements du souverain. Le pavillon s'élevait sur 4 niveaux, au rez-de-chaussée la salle du conseil, au premier étage la chambre du roi, au dernier niveau un belvédère dominant la Seine. Les travaux ont été achevés par Charles IX, fils de Henri II et Catherine de Médicis. Conclusion, au milieu des H paternelles, on trouve le K du fils, car si vous divisez, ça donne la barre du 1, et du 10 en chiffre romain, qui donne le chiffre 9. Ici, l'architecture reste classique, mais diffère de celle de l'aile Lescaut. Le bâtiment s'élève sur 3 niveaux. Un rez-de-chaussée en arcade en plein cintre, encadré de pilastres cannelés corinthiens. Un étage percé de fenêtres hautes rectangulaires à frontons triangulaires, encadré de pilastres composites. Un attique percé de fenêtres rectangulaires à frontons arrondis. La façade est scandée par un avant-corps central à fronton triangulaire et 4 petits avant-corps peu saillants. Ils sont signalés par des colonnes jumelées à chapiteaux corinthiens. Les portes d'entrée des petits avant-corps sont percées par un œil de bœuf et ornées de bas-reliefs. Des niches abritent des statues au rez-de-chaussée et au premier étage. Au rez-de-chaussée, dans les niches, des statues réalisées par divers artistes du XIXe siècle. On y trouve Omphale par Gustave Croc, datant de 1859. Le côté A par Jean Alasseur, datant de 1862. Aphrodite par Georges Clerc, 1859. La Reconnaissance par Ferdinand Taluet, 1861. Circé par Charles Guméry, 1860. Couronne de fleurs par Madame Lefèvre Demier, 1861. Mercure par Aimé Millet, 1861. Bacchante par Pierre Schonewerk, 1859. Gloire de Victor Edmond Le Harivelle du Rocher, 1860. La Verrerie par Roland Mathieu Mesnier, 1889. Autour des œils de bœuf, nous avons La Comédie et la Tragédie par Nicolas Augustin Maté, datant de 1824. La Musique et la Poésie par Nicolas Maté. La Sculpture et la Peinture par Nicolas Maté. L'Astronomie et la Géographie par Nicolas Maté. Et les 2 autres derniers décors sont d'un artiste inconnu et d'une thématique inconnue. Sur le fronton triangulaire du pavillon central, une représentation de Minerve, accompagnée des sciences et des arts, par Jacques Le Sueur, datant de 1811. Quand Louis XIII accède au pouvoir, le projet du grand dessin doit être modifié. Avant de se lancer dans la construction d'une seconde galerie pour rejoindre les Tuileries au nord, Louis XIII jugea plus raisonnable de faire achever la cour carrée. Ce qui était déjà une tâche considérable, puisqu'Henri IV avait décidé d'en quadrupler la surface. Ainsi, le vieux château gothique est alors rasé à la satisfaction de tous. Le chantier est alors confié à Jacques Lemercier en 1624. Comment reconnaître le bâtiment? Grâce à l'emblème du couple royal, un L et un A entrelacés pour Louis XIII et Anne d'Autriche. Le pavillon de l'horloge est surmonté d'un niveau percé de 3 hautes baies en plein cintre, séparées par 4 groupes de 2 cariatides, dominés par un triple fronton couronné par un dôme sur un plan rectangulaire qui en fut très admiré. Le fronton est décoré de 2 renommées. La décoration du pavillon est confiée aux sculpteurs Jacques Sarrazin, Gilles Guérin et Philippe de Buillestre. L'ensemble a été retouché sous le Second Empire, qui l'a coiffé d'un comble plus volumineux et plus chargé d'ornements, tandis que la façade occidentale était livrée à un débordement d'enjolivures. Quant au corps de bâtiment qui s'étend vers le nord, Lemercier en fit une réplique de l'œuvre de Lescaut
et pour assurer la symétrie, éleva à l'angle de l'aile nord un pavillon semblable au pavillon du roi. Au rez-de-chaussée, comme pour l'aile de chez Lescaut, les niches comportent des statues. On peut y voir l'orfèvrerie par Roland Mathieu Mesnier, datant de 1867, la céramique par Eugène Guillaume, 1874, Aristarque par Georges Diebolt, qui fut achevé par Louis Méret en 1866, la douceur par Jean Esprit Marcelin, datant de 1861, Cléopâtre par François-Auguste Fanière, qui fut achevé par Ferdinand Fèvre en 1902, Le fleuve de la vie par Pierre-Eugène Hébert, fils, datant de 1855. Au niveau des œils de bœuf, on voit les allégories suivantes. La poésie lyrique et la poésie pastorale par Manoir, datant de 1820, La force et la musique par François Gérard, datant de 1823, et La puissance et la richesse par Gérard van Holspalt, datant de 1838. La thématique de la décoration de l'attique est assez surprenante. De chaque côté des fenêtres se dressent des personnages illustres. On y voit Moïse avec les tables de la loi par Jean Moite, datant de 1806, la déesse égyptienne Isis tenant un cistre par Jean Moite, l'empereur Inca, fils du soleil Manco Capac, et le deuxième roi de la monarchie romaine, Numa Pompilius. Le tout coiffé par une allégorie de la loi, encadrée par Thucydide et Hérodote. Sur l'avant-corps central, les portraits d'Hercule, du Danube, du Nil et de Minerve, par Laurent Roland, se dressent et sont surmontés par la victoire et l'abondance. Sur l'avant-corps de droite, on voit cette fois Homère, l'allégorie de la guerre, l'allégorie de l'amour, et Virgile par Denis-Antoine Chaudet, datant de 1806, coiffé par la poésie épique. Le chantier est de nouveau interrompu en 1643 à la mort du roi, puis repris par Louis XIV en 1661. Après la proclamation d'un cessez-le-feu avec l'Espagne le 7 mai 1659, Louis XIV décide de rouvrir le projet du grand dessein de son ancêtre. La reprise des travaux de la cour carrée est annoncée le 2 juin par le surintendant des bâtiments, Antoine de Ratabon. Les premières adjudications débutent 3 jours plus tard. La cour des cuisines est détruite. Il construit l'aile nord, modifie l'aile méridionale, termine le raccord entre la petite galerie et la grande galerie. Bien que s'appuyant sur les dessins de Lescaut, les bâtiments de Levau gagnaient en longueur mais perdaient en hauteur. Ils n'avaient en effet que 2 étages à 2 ordres superposés et la cour en était déséquilibrée. On peut apercevoir un L et un B illustrant Louis de Bourbon, autrement dit Louis XIV. Ce L est d'ailleurs devenu le logo du musée du Louvre en 1848. Côté décoration, au rez-de-chaussée, dans les niches, nous apercevons l'Aurore par Nicolas Victor Villain datant de 1883, L'agriculture par Jean-Louis Chaudeur, 1879, Narcisse par Paul Dubois, 1866, Piencerosa par Giovanni Antonio Lanzoretti, 1858, Bessabé par Eugène André Houdinet, 1859, Nymphe des fontaines par Augustin Courtet, 1858, Sappho par Pierre Loison, 1859, La littérature satirique par Roland Mathieu Mesnier, 1884, Priné par Louis-Élias Robert, 1860, Campaspe par Auguste Autin, 1883, Amphitrite par François Deveau, 1866, et L'art chrétien par Émile Chatrousse, 1860. Côté œil de bœuf, on voit La paix et l'abondance par Jean-Pierre Cortot, datant de 1824, La logique et l'éloquence par Lange, 1824, et L'histoire et l'éloquence par Louis-Alexandre Romagnesi, datant de 1821. La tragédie et la gloire par Étienne Jules Ramet, fils, 1824. La terre et l'eau par Jean-Baptiste Roman, 1826. La victoire et la guerre par Théophile François Bras, 1821. Sur le fronton triangulaire du corps central, le génie de la France, sous les traits de Napoléon,
évoquant Minerve et les divinités de la paix et de la législation, pour qu'elle succède à Mars et à l'appareil guerrier que la victoire a rendu inutile, par Claude Ramet datant de 1811. Pourquoi faire un titre court quand on peut un faire si compliqué? Et pour finir, l'aile est qui fait dos à la colonnade Perrault. Vous apercevrez deux ailes dos à dos. Ces emplacements, longtemps restés à vide, reçurent le N de Napoléon avant que Louis XVIII, rétablissant la monarchie en France, fasse disparaître toute trace de l'usurpateur. Louis XVIII signa ainsi une œuvre qui ne lui devait rien et rendit par la même occasion hommage à son aïeul Louis XIV. Au rez-de-chaussée, on trouve, parmi les statues, Sappho, de Pierre Travaux, datant de 1859. L'archéologie par Horace Deyon, 1891. Une nymphe par Pierre-Bernard Prouat, 1855. Orphée par Gabriel Jules Thomas, 1854. Bacchante par Jean-Auguste Barre, 1854. L'Abondance par Jacques-Léonard Meillet, 1860. Apollon par Nanteuil, 1860. La peinture par Jean Turcan, 1891. Pandore par Pierre Loison, 1861. La Modestie par Louis-Léopold Chambard, 1861. Et Pentésilée par Vital Gabriel Dubray, datant de 1862. Autour des œils de bœuf, La France et la Charte par Antoine-François Gérard, datant de 1824. La poésie épique et l'élégie par Petitot fils, datant de 1821. La justice et la force par Charles-René Lettier, 1824. La tragédie et la comédie par Jacques N. Dumont, 1824. La poésie et la musique par Jean Debay, 1822. La justice et l'innocence par David d'Angers, 1824. Sur le fronton central, un coq entouré d'un serpent qui se mord la queue est soutenu par des génies, œuvre de Guillaume de Cousteau et datant de 1759. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que la visite vous a plu, que vous avez découvert un nouveau monument avec joie. Et j'espère surtout vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt!